Comment dans un monde où il y a trop d'informations, on arrive à s'arrêter sur celle que j'essaye de transmettre. La mode a un rôle essentiel dans la pollution parce que cette industrie est une grande industrie polluante. Je me suis donc penché très attentivement sur TikTok pour m'apercevoir plutôt que c'est une boîte diabolique. Tous les consommateurs, quand on les écoute désormais, ils ont tous la sensation où ils vivent beaucoup moins de pouvoir d'achat. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un entrepreneur qui bouscule les codes de la mode depuis plus de 20 ans. Visionnaire du digital, défenseur d'une mode responsable et désormais auteur, il incarne une nouvelle génération de dirigeants engagés. Yann Rivoalan a cofondé The Other Store, devenu The Oz, pour accompagner les marques dans leur révolution e-commerce. Il préside aujourd'hui la Fédération du prêt-à-porter féminin, où il milite activement pour une transformation durable de la filière. Il vient tout juste de publier Sortez de la roue du hamster, un manifeste pour concilier performance et sérénité. Dans cet épisode, on parlera tech, retail, combat contre la fast fashion, mais aussi équilibre de vie et transmission. Je suis très heureux de le recevoir. Salut Yann. Bonjour Arnaud. J'aime bien partir du début. Est-ce que tu peux te présenter et parler un peu des premières années de ta vie, d'où tu viens, où tu es né? Je suis né à Suresnes, en banlieue parisienne. Je suis un fils de prof. Mes deux parents, mon papa est prof de maths et ma maman est prof de sciences nat. Ma mère a aussi une carrière politique parce qu'elle était adjointe à une petite ville de Charente-Maritime qui s'appelle Rochefort-sur-Mer. Et mon père a écrit justement des livres de maths aussi dans sa jeunesse, qui étaient des livres scolaires, mais je pense qu'il y a une partie de pédagogie qui est la mienne, qui a été transmise par mon papa, ainsi qu'un engagement politique qui a été transmis par mes mamans. Mais je pense justement que je voulais tout sauf une reproduction sociale, parce que j'avais l'envie sans doute de laisser une certaine trace, en tout cas de faire changer les choses. C'était soit par l'entrepreneuriat, et c'était une grande direction que je m'étais déjà donnée quand j'avais 16 ans. Déjà, parce que 16 ans, je savais que je voulais être entrepreneur. Je crois que je suis la génération Bernard Tapie, où en 88 par exemple, 89, j'avais à peine 15 ans et je voyais cet homme à la télé, je voyais comment c'était quelqu'un qui était en soi parti de rien et qui à l'époque avait réussi, en plus qui avait une très belle image aussi à ce moment-là. Et je crois que c'était pour moi à ce moment-là aussi un modèle. Et donc de ce fait, je voulais devenir entrepreneur. Ce que j'ai fait tout de suite, parce que ça a été mon premier boulot, sachant qu'à ce moment-là, j'avais comme job d'été d'être photographe sur la plage, ce qui m'a mis les 3 piliers en soi de toute ma carrière. À la fois une facette artistique en étant photographe, une facette commerciale et développement business parce qu'il fallait aller voir les gens pour les prendre en photo. Et le troisième, c'était toute la partie d'entrepreneuriat et de scalabilité parce que dès que je suis rentré en tant que photographe, j'ai développé un logiciel pour pouvoir mieux gérer les photos, les développements, les business. Et de ceci, j'ai monté une agence de photographes dans les mois qui ont suivi, ce qui nous permettait à l'époque en fait de faire quantité d'actions que les autres photographes ne pouvaient pas faire parce que j'avais développé le logiciel qui correspondait. Donc tu as toujours été entrepreneur en fait. Tu n'as jamais travaillé dans une boîte ou travaillé pour quelqu'un? J'ai été salarié pendant 3 ans à peu près, mais j'étais intrapreneur. C'est-à-dire on m'avait donné clairement les clés d'un bureau pour devenir chasseur de tête à ce moment-là. Je devais ouvrir un cabinet à Lille, je l'ai ouvert, je l'ai géré en toute autonomie grâce à ma boss de l'époque. Et quand j'ai commencé à avoir moins d'autonomie, c'est là où à la fois j'en ai eu marre et surtout je voulais rentrer dans le digital. D'où mon autre expérience qui s'est faite cette fois-ci justement avec The Other Store dont tu parlais tout à l'heure, avec la rencontre de 2 amis, Candice Delorme et David Sobel, où on avait l'idée à l'époque de pouvoir développer pour les marques de mode essentiellement toute la chaîne de valeur qu'on pouvait avoir en e-commerce, le site, la logistique, le service client, le contenu, la publicité. En 2008, il n'y avait pas grand-chose évidemment par rapport à maintenant. Et de ce fait, on avait l'idée de lancer tous ces métiers qui n'étaient pas gérés par les marques de mode, puisque 99% n'avaient pas de site e-commerce. J'allais te poser la question, pourquoi la mode en fait? Alors ça revient, et le combat contre Chine, et justement aussi montre assez bien comment la mode est assez souvent en avance sur les autres secteurs. Pour une raison très simple, c'est que dans la mode, tu as des saisons continuellement, tu as des nouveaux produits. Donc tu as beau avoir une superbe marque, tous les jours, en fait toutes les semaines, tu repars en fait justement à recréer des nouveaux produits. Et de ce fait, tu dois trouver les tendances, tu dois comprendre aussi comment la société évolue. Et grâce à ça, la mode est souvent en avance sur les autres secteurs. Je prends par exemple la beauté.
il y a 300 nouveaux parfums par an. Ça semble en soi énorme. Mais au regard de ce que peut faire la mode au total, en fin de compte, c'est relativement peu. Donc, tu as une inertie qui est plus importante dans tous les secteurs. Je ne parle même pas de l'automobile, par exemple. Et donc, de ce fait, la mode, souvent, prend plus facilement les nouvelles tendances. Donc, quand il y a des changements dans la société, y compris entrepreneuriaux, la mode, souvent, les met en place avant les autres. Et c'est pour ça que tu t'es lancé dans le secteur ? Tu avais analysé ça en te disant... Non, du tout. Non, tu l'as... La mode, c'est juste... En fait, la photo est une dimension artistique que je pense avoir depuis le début. Donc, j'ai une certaine sensibilité et c'est cette sensibilité que j'essaye de traduire dans certaines industries. Et j'ai été dans la photo, j'ai été dans la mode. Je crois que j'aurais pu être dans le cinéma, peut-être dans la musique, mais j'aurais été nécessairement dans ma carrière dans une partie artistique. Tu as dit dans ton introduction que tu voulais être entrepreneur pour laisser de l'impact, marquer... Pourquoi ? Je pense, dans un domaine plus intime, c'est un esprit de revanche. C'est-à-dire, il y a, dans mon histoire familiale, en fait, à travers tout un série de sujets, en fait, c'est une volonté en fait, de dépasser des choses du passé. Et le deuxième, c'est, je crois que j'ai une conscience du collectif. C'est-à-dire de n'être là que de passage, pour faire très simple. Et que de ce passage, autant laisser les trucs bien. Voilà. Et si j'ai toujours vu aussi mon rôle de chef d'entreprise en fait comme le petit maillon en fait d'une très grande machine, à part que c'est un maillon central. Et si moi j'arrive à bouger un peu, à tourner et donc à faire tourner tout l'écosystème, je trouve ça en fait totalement magique. Et résultat, tant dans ma vie perso qu'avec mes enfants, avec mes collaborateurs et maintenant justement dans une vision plus politique, j'essaye toujours d'avoir cette vision de comment je peux à la fois être exemplaire de mon côté et puis tourner assez pour pouvoir faire tourner le tout. Et c'est une vraie passion en fait, personnelle. Donc je vois ma vie comme ça. Tu te qualifierais d'ambitieux ? Oui et non. En fait, c'est oui parce que j'ai monté une start-up. C'était aussi une start-up je te parlais de changement de statut social pour avoir ce changement. Parce que pour être salarié et changer, en fait, c'est hyper compliqué. Il faut être très patient. Je ne le suis pas. Vincent, je ne suis pas dans un même organisme capable de pouvoir me dire je vais monter en haut de la pyramide en tuant éventuellement des petits copains au fur et à mesure des étages en fait, que je vais réussir à monter. J'ai plutôt une vision qui est plus entrepreneuriale, et c'est là où justement je manque d'humilité. Je suis capable d'être meilleur que les autres. En étant meilleur que les autres, je vais monter une boîte qui va mieux marcher que celle des autres. Donc là, il y a un manque d'humilité en fait, caractéristique. Mais en même temps, il y a une capacité d'audace et de courage que je pense aussi avoir en disant, certes, tu manques d'humilité, mais en même temps, tu es capable aussi de faire tapis et de prendre beaucoup de risques pour pouvoir y arriver. Donc, il y a ce mix entre les deux. L'autre point, c'est dans le côté démultiplicateur. C'est-à-dire, je savais, par exemple, qu'en lançant The Other Store à 33-34 ans, si ça marchait, en fait, j'allais complètement changer de vie. Donc, c'était là aussi, je faisais tapis. Mais entre le risque que je prenais, le risque de plantage et le risque de réussite, même si statistiquement, je pense que j'avais une chance sur 10 000 ou 20 000 de réussir à faire ce qu'on a réussi à faire avec mes associés, pour moi, en soi, ça valait le coup. Et en soi, coup de bol aussi, on a réussi, mais j'ai l'humilité, je crois, de pouvoir me dire, à quelques années, j'aurais pu vendre sans doute la boîte beaucoup plus cher, ou, au contraire, en fait, de la vente zéro. Et donc, j'ai aussi quand même beaucoup de chance dans cette aventure. Si on en revient à ta première expérience, donc une agence de photographe, ça existait déjà sur le marché ou tu as été nouveau ? J'ai toujours essayé de fonctionner sur un triptyque qui était quelle est la tendance du secteur ? C'est-à-dire, en soi, si on va dans un secteur qui va monter, on monte sur un escalator. Et donc, mécaniquement, même si on ne monte pas très vite, l'escalator va nous permettre de monter. À l'inverse, si on essaye de monter sur un escalator qui descend, il faudra quand même beaucoup d'énergie pour réussir à faire fonctionner sa boîte. Le deuxième point, c'est tout est qualité d'exécution. Et donc, si on a une exécution parfaite, en soi, de toute façon, quel que soit le secteur, on va réussir. Parce que la capacité de faire de l'amélioration continue en permanence, c'est hyper compliqué. C'est la même chose que tous les jours, en fait, faire des abdos. En soi, c'est pas très compliqué, mais le faire tous les jours, c'est très compliqué. Or, la qualité d'exécution, on s'aperçoit tous les jours, quand on va dans un resto, etc. En fait, on voit plein d'imperfections qui existent, mais cette imperfection d'un jour, souvent le lendemain, le surlendemain, 1 an, 10 ans après, elle existe encore.
Or, je suis obsédé par cette capacité justement d'amélioration continue. Et enfin, c'est toutes les ruptures qui existent grâce aux innovations technologiques. Alors, il n'y a pas que des innovations technologiques. Le vaccin de l'ARN, par exemple, en fait évidemment partie. Là aussi, tu as une rupture qui est mise en place. De mon côté, comme j'ai un ordinateur, je suis né en 73, mon premier ordinateur, je l'ai eu en 83. J'ai vécu quasiment une vie de digital native, où j'ai vu en 83-84 comment l'ordinateur changeait ma vie, mais permettait de faire des choses qui étaient à l'époque totalement magiques. La magie, c'était simplement de faire des calculs sur un Excel. Donc ça restait quand même très limité. Mais quand tu as perdu des heures à faire des camemberts avec un compas, et que d'un seul coup, tu appuies sur un bouton et que tu as un compas, et tu appuies sur un autre bouton et tu as des bâtons, à l'époque, j'ai 10 ans, et je me dis, waouh, le monde, ça peut être ça, c'est génial. Et ça a été la même suite avec Internet, puis après avec le C2C, et ainsi de suite. Et donc, quand je lis les trois, c'est-à-dire la qualité d'exécution, la tendance d'un marché, et après l'innovation technologique, je crois qu'on a la capacité de faire des vraies boîtes beaucoup plus puissantes. Et ça a été systématiquement en fait, sur ce triptyque que j'ai essayé de faire des choses. Si on en revient à The Other Star, combien de temps a duré l'aventure ? On s'est lancé en 2007-2008 et je l'ai quitté en 2021-2022. 2007-2008, c'est le temps. On finalise l'idée, on commence dans une start-up mais qu'on quitte avec mes associés pour lancer notre propre boîte sur un autre modèle que la start-up. Et après, c'est mon départ après le Covid, après les premières pandémies qui me donnent envie de faire d'autres choses. Et le temps en fait, de valider un certain nombre de départs. Et après, des différents statuts que j'ai pu avoir dans ma boîte, sachant que j'ai tout vendu. J'ai vendu toutes mes parts en 2022. Donc ton job, c'était d'aider les marques à se développer en multicanal ? À l'époque, elles externalisaient totalement leur e-commerce chez nous. Donc, elles disaient... ce que je vendais... c'était un contrat à minima de 5 ans, où pendant 5 ans, toutes les équipes de The Other Store allaient gérer toutes les opérations sur la partie e-commerce. Et au fur et à mesure des années, on a rajouté la partie omnicanal, la réservation boutique, le click and collect, les marketplaces par exemple. Il y a eu un moment clé dans le développement de l'entreprise. Dès le début, on était persuadé du business model avec mes associés. Donc ça nous a jamais quittés et c'est plutôt au véritable développement du cloud à partir de 2013-2014 avec certains logiciels qui sont mis en place et surtout Shopify qu'on a commencé à douter sur notre modèle. Mais au préalable, on était sûr justement du besoin d'externalisation qui existait pour toutes les boîtes. Par contre, commercialement, j'ai mis, je pense, 2 ans à craquer le truc. C'est-à-dire à comprendre comment les marques en fait, allaient avoir vraiment envie de travailler avec nous. Et je me suis pris des murs pendant des mois et des mois et des mois pour réussir à vendre véritablement notre offre. C'était quoi le problème ? En fait, en soi, ce que je vendais, c'était inachetable. Parce que le premier, c'est qu'on loquait les marques pendant 5 ans. Donc dire à une marque, tu vas bosser avec nous en e-commerce et pendant 5 ans, tu ne pourras pas repartir avec d'autres. Vu l'évolution de la rapidité du digital, déjà, c'est difficilement entendable. Le deuxième, c'est qu'on prenait grosso modo entre 40 à 45% du chiffre d'affaires. Donc, on prélevait en fait la moitié en fait de la valeur. Donc là aussi, c'est des montants qui s'expliquaient parce qu'entre le coût du site, le coût de l'e-marketing, etc., on tombait naturellement à peu près à ce niveau-là. Il n'empêche que ça coûte quand même horriblement cher. Or, dans la mentalité d'à peu près n'importe qui, l'e-commerce, c'est pas cher. Donc, l'e-commerce, c'est pas cher et je vais te prendre 45%. Il y a quelque chose d'antinomique dans les deux. Et le troisième, et je crois que c'était en fin de compte le plus compliqué, c'est que c'est nous qui encaissions. Donc, on encaissait, on n'était pas connus. Et, entre guillemets, si on était gentil, le mois d'après, on allait te rendre la moitié de l'argent qu'on avait déjà prélevé. Ce qui, en soi, a été une chance extraordinaire pendant le Covid. Parce que pendant le Covid, on a connu un moment rare au niveau business, parce qu'on était les seules boutiques ouvertes. Donc, on a une croissance d'à peu près 70%. On encaissait, donc on n'avait aucun risque en fait, de plantage. Et les marques, au contraire, en fait, étaient hyper heureuses dans notre expertise qu'elles nous avaient externalisé. Donc, on a eu un moment, un âge d'or quasiment de développement, qui était évidemment dramatique pour la société. Et justement, en partie, mon engagement sociétal aussi s'est développé à ce moment-là, mais qu'aux vrais pas au sein de la fédération, en fait, se sont faits aussi à ce moment-là, alors que je n'étais pas encore le président. Mais ce business model qui était très compliqué à vendre,
à ce moment-là, donné des effets en fait extrêmement positifs. Donc finalement, ça a réellement explosé pendant le Covid. On a mis du temps avant de faire le premier million. Après, on est monté assez facilement à 10. Et après, entre les nouveaux clients, les clients qui partaient, on avait une croissance qui était moins caractéristique. Et en effet, pendant le Covid, là, on a eu une très forte croissance, ce qui nous a permis justement, après le Covid, d'être revendus plus facilement. Il y a beaucoup de marques qui font ça. En fait, il y en a beaucoup. Elles en parlent par contre relativement peu, parce qu'il y a une vraie volonté en fait, de dire c'est moi qui l'ai fait. Et je le comprends très bien en fait, pour plein de raisons d'image. Mais de toute façon, le système d'externalisation est extrêmement développé dans le secteur de la mode, parce que dans près de la moitié des boutiques, de toute façon, la boutique n'est pas gérée en tant que telle par la marque. Ce système de commission affiliation qu'on avait mis en place au sein d'Internet, il existe déjà dans le monde physique en fait, de façon extrêmement régulière. Et après, il y a des très belles boîtes comme par exemple Farfetch, qui a eu des petits soucis ces derniers temps, mais qui avait développé près de 3 milliards, je crois, de chiffre d'affaires à peu près sur ce type de modèle. Donc il y avait une vraie capacité de pouvoir se développer aussi sur ce modèle. Parce que c'est complexe en fait. C'est de moins en moins complexe, et c'est aussi pour ça que The Other Store a changé de business model, parce que à l'origine, ça l'était, dans ce sens où faire un site était complexe. Maintenant, avec Shopify, ça ne l'est plus. Gérer la logistique au début était complexe, parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure. Gérer les services clients n'est pas complexe, mais par contre, il y a des coûts qui peuvent être très importants, et c'est plutôt une source de charge qu'une source d'investissement. La publicité, au tout début, personne ne savait la faire. Maintenant, tout le monde sait la faire, mais par contre, ça coûte une blinde. Donc, il y a une vraie complexité à générer de la marge, en fin de compte, sur Internet. Et l'avantage de The Other Store, c'est comme on était expert sur toute la chaîne de valeur et qu'on comprenait les corrélations qui pouvaient exister entre à la fois la qualité du site, les besoins d'image, la qualité du service client, la logistique, etc. On arrivait à trouver le chemin de la rentabilité et de l'efficacité le plus facilement possible. C'est là que tu as développé ton expertise. Tu te considères comme un entrepreneur de la tech, la mode, les deux Alors, je crois qu'il y a 3 ans, j'étais vraiment un entrepreneur de la tech. C'est-à-dire l'expérience que j'avais encore en 2021-2022 sur l'e-commerce était extrêmement forte. Depuis que j'ai vendu The Other Store, clairement, je ne m'estime plus du tout en fait, à ce niveau d'expertise, parce que l'e-commerce a considérablement changé encore en l'espace de 3 ans. Et donc, j'aurais beaucoup de choses en fait, à faire pour pouvoir rattraper. Par contre, dans les logiques de transformation, là, j'ai encore un vrai niveau d'expertise. C'est-à-dire à la fois dans la transformation qu'on a pu connaître évidemment dans le Web 2, puis après dans le Web 3, en partie avec la blockchain, et maintenant avec l'IA, je crois avoir une capacité de recul et de compréhension des transformations qui est plus élevée que la moyenne. Donc de ce fait, je m'estime comme un vrai expert de la tech, mais moins et beaucoup moins expert de l'e-commerce que je ne l'étais avant. Tu dis que le e-commerce a beaucoup changé en 3 ans, mais si on regarde sur l'ensemble de ton parcours, quelles sont les grandes évolutions que tu as pu voir entre 2008 et aujourd'hui? Je vais prendre, toi, tu as les coûts, par exemple, d'acquisition. Je fais un premier aparté sur Chine. Voilà. Chine ne peut plus faire de publicité, ne fait plus de publicité plutôt aux États-Unis à cause des taxes que met en place Trump à partir de début mai. Ils investissent considérablement sur toutes les marques françaises. Ils doublent leur investissement quasiment à ce moment-là. Ce doublement d'investissement de la part de Chine et Temu a entraîné un coût d'acquisition de la part des marques, par exemple sur leur nom, de plus 50 à plus 100%. Donc de ce fait, la rentabilité que peut avoir une marque parce qu'elle investit sur son nom, le ROI, il a considérablement chuté sur Google. Bien, quand tu perds cette source d'acquisition, comment est-ce que tu arrives à recréer encore de la marge sur cette acquisition normalement qui est naturelle? Et en plus, comment est-ce que tu arrives à contrer une société comme Shein qui va montrer un prix de 3 à 10 fois inférieur au tien? De recombiner complètement son business model dessus est d'une grande complexité. À plus long terme, l'arrivée d'OpenAI fait que le référencement naturel que tu avais normalement en fait, sur Google va se mettre justement avec une autre forme de référencement sur OpenAI. Comment est-ce qu'une marque va bien se référencer sur cette plateforme, sur ChatGPT, pour que les gens, quand ils disent j'ai envie d'avoir une robe noire qui me va bien, laquelle me conseilles-tu, qu'on soit bien placé dans les réponses. C'est un tout nouveau métier qu'on n'aurait jamais imaginé il y a encore à peine 3 ans. Ouais, ça je veux bien que tu développes. Je te donne une anecdote qui date de ce matin. Mon fils, on part tous les deux à l'école, et mon fils prend l'enceinte Alexa et lui dit quelle est la météo aujourd'hui. Il voulait savoir comment s'habiller. Et donc Alexa lui dit va y avoir des orages. Ok, super. Et là, sa phrase d'après, c'est comment je dois m'habiller. Donc il pose spontanément la question de comment je dois m'habiller, sachant qu'il va y avoir des orages. Et là, l'outil ne sait pas répondre. Mais en soi,
en fait, il va être capable de répondre. Et il va être d'autant plus capable de répondre à partir du moment où il a toute l'armoire en fait, qui peut être justement stockée chez nous, et d'autant plus facilement aussi qu'il va être capable de pouvoir interroger toutes les plateformes, par exemple Shopify, qui sont désormais connectées aussi sur cette plateforme. Donc il y a tout un point de flemme qui nous caractérise, être humain, qu'on va pouvoir déléguer à ce moment-là à la machine. À la fois dans la capacité à décider à notre place de comment on s'habille, mais aussi décider à notre place vers quel site on peut pouvoir acheter un certain nombre de produits. Pourquoi un site est conseillé plutôt qu'un autre ? Pour l'instant, c'est des investissements qui se font sur Google ou autre. C'est la qualité des photos, c'est la qualité en fait, des descriptions qu'on peut avoir, c'est la qualité du volume, ainsi de suite. Là, désormais, ça va être d'autres qualités qui vont être mises en avant. Or, la machine va, au fur et à mesure, je pense que de notre armoire, de nos goûts, de notre façon de fonctionner et de la qualité des sites en fait, qui sont créés, va être capable au fur et à mesure de nous conseiller aussi de façon de plus en plus efficace sur comment est-ce qu'on doit s'habiller. Ce qui nous paraît étrange en fait ici en Europe, là en Chine, en fait, c'est déjà extrêmement fait. Parce que le système totalement centralisé qu'ils peuvent avoir avec les différentes plateformes et surtout la data en fait, qu'ils peuvent avoir aussi sur toutes les personnes leur permet déjà en fait, d'avoir ce type de préconisation, par exemple sur AliExpress directement en Chine. Je te reprends le triptyque dont je te parlais tout à l'heure, qui est sur quel escalator on doit aller pour pouvoir avoir un business qui est en croissance. 2 escalators actuels, c'est celui-là, par exemple, qui est comment je me mets sur une plateforme sur laquelle pour l'instant pas grand monde n'est. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de business ? Sincèrement, j'en ai aucune idée. Mais il y a déjà 400 millions d'utilisateurs, donc obligatoirement, il va y avoir forcément un trafic non négligeable qui va se faire par ce biais. Le deuxième, et ça c'est un canal qui est un peu plus ancien et qui est surtout beaucoup plus utilisé, c'est TikTok. Et je vois par exemple des nouvelles marques qui se mettent en place sur TikTok et qui automatiquement arrivent à vendre des très gros chiffres d'affaires, quasiment 1 million, un rythme supérieur à 1 million d'euros de chiffre d'affaires en l'espace d'un an, sur des marques qui sont complètement inconnues, d'autant plus de ma génération, parce qu'ils savent très bien utiliser à la fois les trends TikTok, le référencement TikTok. Donc résultat, les gens qui sont en permanence sur TikTok, quand ils cherchent un produit sur TikTok, c'est cette marque-là qui ressort beaucoup plus facilement. Et grâce à ça, ils arrivent à générer du chiffre d'affaires aussi très facilement. Là aussi, j'ai essayé d'y réfléchir. Je me suis donc penché très attentivement sur TikTok pour m'apercevoir plutôt que c'est une boîte diabolique. Parce que derrière, en effet, ces actions qui sont assez positives, derrière, il y a l'envers du décor, par exemple dans la contrefaçon, qui est abominable, avec des lives en permanence pour vendre des fausses Nike, avec des ateliers turcs ou chinois en fait, qui nous vendent des pseudo-sacs Hermès en fait, pour à peine 1 000 €, qui nous vendent des crèmes aussi qui vont nous protéger en fait, et qui vont coûter 10 fois moins cher, mais en fait, qui n'ont aucun indice en fait, de protection. Et donc de ça, je vois comment TikTok à la fois peut être merveilleux pour des marques pour se développer, mais en même temps un outil diabolique justement aussi pour détruire notre écosystème. J'ai vu pas mal de tes prises de parole. À quel moment est-ce qu'en fait tu t'es dit je dois m'engager ou je veux contribuer sociétalement plus largement ? Il n'y a pas un moment où je dis ça y est, il y a avant, après. Il y a plutôt des marches successives. Je te prends des exemples pris au hasard en fait, de ma mémoire. Pendant le Covid, j'avais une vraie volonté de communication pour enlever les 35-40% de la population française qui avait envie de croire à beaucoup de fake news. Donc j'avais une vraie volonté de communication en me disant c'est insupportable en fait qu'une partie de la population soit contre par exemple la vaccination. Donc c'était quelque chose qui m'insurgeait en me disant je crois en fait que la vaccination pour telle raison scientifique est importante et donc je vais essayer de communiquer de façon positive dessus. Par contre, sur ce point-là, je ne suis pas médecin, donc je n'étais pas légitime, il me semble, en fait, pour avoir une communication efficace. À l'inverse, on avait un moment de crise très importante, à la fois dans la mode et évidemment dans la distribution, et j'avais mis en place ce que j'appelais les météos, c'est-à-dire toutes les semaines, je faisais une communication auprès d'à peu près 400-500 professionnels pour dire le taux de transformation moyen de cette semaine, c'est ça, le trafic moyen, c'est celui-là, la transfo moyenne est celle-ci. On pense que d'ici la semaine prochaine, il va se passer ça. On a vu que les meilleures pratiques, c'était ça. Je vous conseille de les mettre en place. Le but étant de se dire comment le savoir-faire qu'on avait chez The Other Store et le savoir-faire des informations que j'avais auprès d'un certain nombre de collègues pouvait être diffusé auprès de tout le monde. Et bien ça, c'est la base de ce que j'essaye de faire simplement au niveau de la Fédé, en me disant comment toutes les bonnes pratiques qu'on peut avoir, par exemple dans l'intelligence artificielle, vont pouvoir être traduites pour tout le monde, de façon à ce que les gens n'aient pas
peur de pouvoir se lancer, peur des coûts, peur de la mise en place, ils aient l'envie justement de pouvoir y aller à travers la capacité pédagogique de transmission que je peux avoir. Et le deuxième, c'est plutôt dans la détection des signaux faibles, parfois avec un peu plus d'avance que les autres, que je peux détecter sur le marché. J'arrive à mettre en avant un certain nombre de dangers et je le mets en avant les autres. Là, l'exemple de Shein, par exemple, est caractéristique parce que quand je quitte The Other Store, à ce moment-là, je vais lancer des marques de banlieue. C'est-à-dire, je considère qu'en fait, il y a des choses merveilleuses à faire dans les banlieues. Et je pensais en fait que justement, il y avait des choses à faire avec les banlieues et qu'il y avait peu de marques de mode, en fin de compte, qui leur parlaient. Or, pour y aller, j'avais imaginé la capacité de travailler avec 300 influenceurs qui lanceraient 300 marques, sachant que tous ces influenceurs avaient des communautés d'à peu près 100 000 personnes. Et je me disais, si tu as 100 000 personnes en base, tu peux faire une marque qui va faire entre 50 et 200 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, grosso modo, si j'en fais bosser 300, ça peut faire un business qui va faire 300 millions. À 300 millions dans la mode, on peut avoir une boîte assez rentable. Donc, c'était super. Et socialement parlant, sur un nouveau marché. Et en plus, économiquement, derrière, ça montait un truc assez sympa. C'est aussi simple que ça de lancer une marque aujourd'hui ? Ça peut être aussi simple. Parce que dans la production à la demande, on peut faire du t-shirt à la demande assez facilement. On peut le faire en Vendée comme on peut le faire en Chine. Et en Chine, on va se faire livrer en quelques jours. En Vendée, on va se faire livrer aussi en quelques jours. Donc, on peut, en fin de compte, vraiment fabriquer un certain nombre de produits personnalisés assez facilement. On peut clairement le faire. Donc, de ce fait, je voulais tester, par exemple, au début sur des t-shirts ou un certain nombre de produits, puis voir ce que ça donnait. Mais là aussi, c'est un vrai POC. On teste, on voit ce que ça donne, et puis on voit s'il y a de l'attraction ou pas. En fait, j'ai arrêté en l'espace de quelques semaines, parce que au bout de quelques premiers produits qui ont été lancés avec les influenceurs, ils m'ont dit, mais on pourra jamais vendre ce t-shirt à 15-20 euros, c'est impossible, parce qu'en face, il y a une société qui s'appelle Shein. Et Shein, je connaissais le nom, parce que ma fille, à l'époque, qui avait 16 ans, en fait, m'en avait parlé, parce que j'avais déjà vu dans l'écosystème, en fait, qu'il y avait cette espèce d'AliExpress qui fonctionnait, mais je n'avais pas vu à quel point c'était déjà prégnant dans ce type de population. Et quand ils m'ont dit, regarde, il y a ce t-shirt qui vaut 3 euros, je ne pourrai jamais vendre le mien qui en vaut 15, même s'il est en coton bio, même s'il est personnalisé, même si c'est ma gueule, même si c'est ma marque, en fait, j'ai compris que si des influenceurs ne croyaient plus en eux à cause de ce type d'acteurs, de toute façon, il y avait quelqu'un qui était en train de détruire le marché. Et ça ne se voyait pas parce qu'il fallait être soit en banlieue, soit sur TikTok ou d'une autre génération pour pouvoir le voir. Et évidemment, j'étais dans aucun des trois. Tu l'avais pas vu. Et donc, c'est là où le fait du hasard m'a permis, en même temps que je développais cette société, d'être élu à la tête de la Fédération du prêt-à-porter féminin. Et donc, de ce fait, à la tête du prêt-à-porter féminin, je voulais évidemment avoir une action sociale importante, une action environnementale importante et une action innovante aussi forte. Or, Shein, c'était parfait sur les trois, parce qu'en termes d'innovation, c'est clairement les plus forts. C'est vraiment la société, à la fois en termes de lean management, mais aussi d'innovation, ne serait-ce que d'IA générative, est la plus forte de toutes, en tout cas, de moins dans le secteur de la mode. Et en plus, c'est la pire de toutes sur tout le reste. C'est-à-dire entre l'exploitation des personnes qui le font travailler et en même temps toute la partie de durabilité en fait, sur laquelle ils sont catastrophiques, sur laquelle de toute façon c'est simple, c'est le pire pollueur qui existe actuellement. Donc on ne peut pas faire pire que Shein. Et on le voit même aussi en fait, dans la capacité de lobby en termes d'impact illégal, en fait, de lobby en, fait, en achetant par exemple des ministres. On voit à quel point en fait, ces sociétés le diable incarné. Eh bien, quand je prenais Shein, je me suis dit super, j'ai la capacité non seulement en fait, de montrer à tous les administrateurs qu'il y a quelque chose qui est très fort et on va pouvoir en fait, tirer tout le monde en fait, contre cet acteur parce que cet acteur commence à détruire un certain nombre de marques, par exemple Camaïeu, par exemple Kuka et ainsi de suite. Mais en plus, en étant contre ces sociétés, on va pouvoir faire avancer d'autres sujets comme l'écologie, comme l'innovation, parce que en contre, en fait, ça va nous donner encore plus envie de faire bien les choses. Et donc, j'avais un storytelling parfait dans mon programme, à la fois en attaquant Shein et en permettant d'attaquer des sujets plus complexes qui sont certes moins médiatiques, mais qui sont au moins aussi importants. Donc en fait, c'est ton combat contre Shein qui anime tout ce que tu fais au sein de la fédération. C'est pas que ça, c'est quand je prends la tête de la Fédé, le président précédent est génial. C'est-à-dire Pierre-François Lelouette, il a mis les bons piliers sur la durabilité, sur l'innovation, sur l'international. Donc, il tient une agence de tendance qui s'appelle Nelly Rodi. Donc, sa boîte de conseil, en fait, qu'il a
mis en place, en fait, avait déjà donné à la fédération, en fait, des très bonnes directions. Le point de différenciation qu'on a entre Pierre-François et moi, c'est que mon appétence des réseaux sociaux me permet de me dire, je vais essayer de faire, entre guillemets, une Glucksmann. C'est-à-dire, je vais voir comment, alors que je suis tout seul, que la fédération reste une petite fédération, on n'est pas la fédération du tennis ou encore la fédération du football, donc on a en soi peu de moyens. Je vais essayer de marquer l'opinion avec un certain nombre de sujets, et pour ça, je vais utiliser les réseaux sociaux. Et c'est mon apprentissage des réseaux sociaux, en grande partie LinkedIn, qui a permis de faire sortir des sujets qui, je crois, en partie sans mon action et de bien d'autres, ça peut être Victoire Sato, ça peut être Julia Faure, ainsi de suite, n'auraient pas émergé aussi fortement dans les réseaux. Et évidemment après dans les médias et donc aussi sur le gouvernement. Donc dès que j'ai été élu, sur LinkedIn, j'ai fait des posts réguliers, j'ai essayé d'apprendre à créer de la viralité, j'ai essayé de simplifier les messages, j'ai essayé en même temps en fait, qu'ils soient intelligents et pédagogiques en les documentant le plus possible. Et au fur et à mesure de ce sujet, j'ai réussi à faire des posts qui faisaient des centaines de milliers de vues, voire même des millions de vues. Ça, tu l'as appris en étant président de la fédération? En fait, j'ai toujours su raconter des histoires. C'est-à-dire, en fait, mon passé de photographe en fait, amène de toute façon à avoir la sensibilité à essayer de comprendre ce qui est lisible pour les autres, ce qui est beau, ce qu'on aime vu, ce qui plaît. Le premier point, c'est comment dans un monde où il y a trop d'informations, on arrive à s'arrêter immédiatement sur celle que j'essaye de transmettre. Pour ça, il faut être simple et visible. Donc, un feu rouge, c'est simple et visible. Le rouge, tout le monde le voit. C'est la couleur qui est la plus reconnue. Et puis, tout le monde connaît les symboles. Donc, quand tu vois un feu rouge, en fait, tout le monde comprend cette information. Donc, de ce fait, comment, entre l'image que tu vas mettre sur ton post et les premiers mots que tu vas mettre, les gens vont s'arrêter. Donc, ça, c'est la première mission. Et s'il n'y a pas ça, si on commence sur un message qui est compliqué, en soi, en fait, on se permet de se dire je ne vais pas parler à la majorité des gens. Je ne vais parler qu'aux personnes qui sont initiées. Moi, mon objectif, c'est en soi de parler à tout le monde. Donc, dès le début, d'être dans une vraie simplification. Le deuxième, c'est de d'écrire un post avec une histoire. C'est-à-dire, en fait, on va passer d'une page à une deuxième, à une troisième, et donc on va suivre quelque chose, et on a envie de voir la suite. Donc, de créer une certaine tension, en ayant à la fin une vraie conclusion qui donne envie aux gens de s'engager. Et donc, qui donne envie aux gens de liker, de mettre un commentaire, etc. Et créer ces dynamiques, en soi, est en fait assez compliqué. Et les algorithmes changent, les rythmes changent. Avant, j'avais tendance à faire beaucoup de posts. En fait, je voulais même en faire un maximum. Maintenant, j'ai tendance à en faire en fait beaucoup moins, mais de les faire par contre de façon beaucoup plus impactante et beaucoup plus riche. Il y a quand même un débat quand j'en discute avec d'autres dirigeants sur la stratégie de communication et sur le rôle qu'un dirigeant doit avoir, notamment sur les réseaux sociaux. Donc toi, tu disais que tu conseilles à des dirigeants de le faire? Une boîte a quelqu'un à sa tête. Une boîte a une histoire. Une boîte a des valeurs. Donc il y a toutes ces valeurs qu'il faut obligatoirement retranscrire. Je pense qu'il n'y a pas une boîte en fait, qui n'a pas en fait, un certain nombre de valeurs. Si on ne s'exprime pas, ce sont les idées des autres qui sortent. Donc je prends par exemple cet entrepreneur Sterrin qui décide d'investir en l'espace de 10 ans 150 millions pour faire sortir des idées d'extrême droite. Libre à lui en fait de pouvoir le faire. Il a l'argent en fait pour pouvoir le faire, il a la puissance pour pouvoir le faire, il a la motivation pour le faire. Je n'ai pas de jugement en fait sur son action. Par contre, le fait de le laisser faire et de ne pas faire de bruit de mon côté lui laisse nécessairement la place en fait pour pouvoir mettre en place ses idées qui ne sont pas les miennes. Donc si je lui laisse la place, en fait, j'accepte aussi que la société aille vers ses idées. Donc mon inaction, naturellement, va le laisser, en fait, obligatoirement, laisser diffuser ses idées. Et toute personne qui a une capacité de vote peut décider soit d'être à un niveau minimum, c'est-à-dire juste d'aller voter, ou aussi éventuellement de partager ses idées, de partager ses valeurs, et sur les réseaux sociaux par exemple, de partager tout cela. On peut le faire à un petit niveau en mettant un like, un plus gros niveau en mettant un commentaire, encore un plus grand niveau en partageant. Et puis le dernier niveau, en fait, c'est clairement en fait, de partager ses idées, de partager en fait, tout ce qu'on est pour pouvoir aussi que ces idées puissent faire avancer la société et d'essayer à ce moment-là en fait, de faire que la société aille dans son sens. Je ne dis pas que mon sens d'ailleurs est meilleur que le sien. Je dis juste que je préfère que la société aille dans le mien que dans le sien. Et je crois que tous les chefs d'entreprise qui décident que leur entreprise est à mission, qui décident qu'ils ont un rôle à jouer, qui décident que leur société a un véritable impact
en plus que de faire de la thune, qui en soi est parfaitement... qui a parfaitement du sens en fait dans notre société, en fait je crois en fait qu'on a ce rôle justement en fait de donner ces idées. Et je reprends sur le besoin de communication. Si je dois te demander de citer en fait 3, 4, 5, 10 fédérations qui communiquent, en général pas. Et parce que pendant longtemps on a considéré que la communication des fédérations c'était plutôt dans les salons, au sein des ministères, avec les députés, etc. Et c'était là où se faisait l'influence. Et c'était vrai. Désormais, je pense que c'est différent. Je pense qu'on est un corps intermédiaire, mais qui n'est pas qu'un corps intermédiaire, justement, entre les entreprises et l'État. On est un corps intermédiaire aussi avec la population. Et qu'on a la capacité auprès de la population d'avoir un certain nombre d'effets, avoir un certain nombre d'écoutes. Et je regarde tous les commentaires que je peux avoir sur chacun de mes posts, qu'ils soient pour ou contre. Et de ce fait, je comprends aussi un certain nombre de besoins de Français. Je ne m'estime pas être un homme politique, mais je fais néanmoins de la politique. Et de ce fait, je crois pouvoir dire aux entreprises ce que pensent un certain nombre de consommateurs. Je pense pouvoir le dire aussi aux ministres à regard justement en fait, des conversations que je peux avoir. Et ainsi faire une caisse de résonance différente, pas seulement avec les entreprises, mais aussi avec tous les consommateurs. Et qui sont bien sûr évidemment aussi des électeurs. Est-ce que tu peux nous dire les grands enjeux que tu vois aujourd'hui en termes de transformation, d'évolution des usages, de changement de la société? Il y a évidemment la partie écologique, que je mets en tout premier lieu parce que de vivre dans une société où on a une température en France qui est de 4 à 5 degrés, en soi, en fait, ça va être horrible. Voilà. Il va y avoir en fait un quotidien entre les désastres, les maisons inondées, les incendies, les maladies supplémentaires. Hier, je disais par exemple en fait, à quel point les femmes enceintes accouchaient plus facilement dans les moments de forte chaleur. Donc, on ne peut pas imaginer à quel point ce dérèglement climatique va nous amener dans une position dramatique au quotidien. Mais le mouvement de l'écologie est difficile en fait, pour les gens à prendre. Et je pense qu'en fait, en partie, c'est tellement horrible en fait, ce qui peut arriver que la seule façon de s'en prémunir, en fait, c'est de se dire en fait, il ne va rien se passer. À l'inverse, je crois que si on parle par exemple de la santé de nos enfants, là il y a quelque chose qui nous touche parce que c'est notre propre chair en fait, et donc c'est aussi nous-mêmes, mais c'est une vision de nous dans l'avenir. Et donc de ce fait, si on se dit est-ce que telle autoroute est essentielle ou pas pour la santé de nos enfants, est-ce que d'avoir des voitures ou non dans le centre-ville de Paris est essentiel pour la santé de nos enfants, est-ce que de porter des vêtements en plastique est important ou non, et d'en changer en fait 10 fois par semaine est important pour la santé de nos enfants, là on a quelque chose de plus intime en fait, je pense en plus aussi qui peut plus toucher. Donc le dérèglement climatique, en fin de compte, pour moi est le sujet numéro 1, même si en fin de compte personne ne se sent touché parce que c'est l'action de tous qui doit faire le changement. Le deuxième, c'est dans les différentes guerres économiques qui peuvent exister entre tous les continents et de comment la mode a son rôle à jouer. La mode a un rôle essentiel, par exemple, dans la pollution, parce que cette industrie est une grande industrie polluante. Et à cause de sociétés comme Chine, elle l'est de plus en plus. Parce qu'à la fois, elle ne fait que des vêtements en plastique, mais surtout, elle amène des phénomènes de surproduction. Or, c'est la production qui crée 70% de la pollution. Donc, de ce fait, j'ai comme mission à la tête de la fédération de réinventer des nouveaux business models et surtout de nous prévenir des risques géopolitiques qu'il peut y avoir, par exemple entre la Chine et la France et le reste des pays occidentaux, parce que toutes les attaques qu'on a avec les plateformes asiatiques sont aussi des guerres économiques et politiques qui se font entre tous les continents. On le voit par exemple clairement pour Chine et pour Temu, il y a des surinvestissements publicitaires qui se font. Ces sociétés sont des puits sans fond en termes d'investissement. C'est nécessairement un dumping aussi de la part de la Chine qui permet aussi d'avoir ce type d'investissement. On a accepté il y a près de 30 ou 40 ans de détruire nos industries dans le secteur du textile parce qu'on considérait que c'était mieux de le faire en Asie parce que ça coûtait beaucoup moins cher et que ça nous donnait du pouvoir d'achat et que de leur côté ça leur donnait du boulot. Oui et non, parce qu'on voit clairement à la fois à travers de l'exploitation qui est faite de l'autre côté de la planète, le monde n'est pas tout rose d'un côté, et que tous les consommateurs, quand on les écoute désormais, ils ont tous la sensation où ils vivent beaucoup moins de pouvoir d'achat. Donc cette solution n'était qu'une solution très court-termiste. À l'inverse, dans le même sens, maintenant, c'est plus seulement les industries qu'on a détruites, mais c'est tout simplement le commerce qu'on est en train de détruire. Qu'en Chine, c'est désormais à peu près 10% du nombre de vêtements vendus en France actuellement, versus à peine il y a 6 ans,
moins de 0,3% en fait du volume en fait qui a été vendu, c'est que cette société a réussi en fait à investir en fait les armoires de tous les Français de façon prodigieuse. 10% aujourd'hui. Oui, parce que ça fait plus de 3 milliards et un vêtement Shein, c'est à peu près 10 € en moyenne. Donc c'est un peu plus de 300 millions de produits. Or, on vend à peu près en France 3 milliards de vêtements. Donc c'est déjà 10%. Si je rajoute Temu, j'en rajoute 3% en plus. Si je rajoute AliExpress, j'ai encore 3% en plus. Donc on s'aperçoit que c'est déjà une masse très importante. Mais le pire, c'est que ces sociétés nous volent tous les jours, parce que tous les jours, c'est des contrefaçons en puissance, mais qu'elles nous font passer pour des voleurs, nous les marques françaises, parce que quand ils vendent un t-shirt 3 €, quiconque va faire payer son t-shirt plus cher, parce que de toute façon, c'est plus cher. La matière est plus chère. Payer les gens pour la fabriquer, c'est plus cher. Les vendeurs sont plus chers, les loyers sont plus chers. Tout est plus cher. Et bien de ce fait, ils nous font passer pour des voleurs. Donc on doit forcément se défendre, et donc se défendre contre ces plateformes, mais aussi se défendre contre le dumping de la Chine. Et ça, c'est le deuxième point géopolitique sur lequel je suis, qui est de comprendre comment est-ce qu'on peut avoir une mondialisation heureuse ou un protectionnisme positif. C'est-à-dire de comprendre que l'Europe doit se protéger de ces plateformes, doit protéger nos données, doit protéger notre santé. Quand par exemple 80% des produits sont en plastique et qu'on comprend qu'à travers les microfibres, voire même le fait même de porter du polyester, ça peut atteindre à notre santé. Quand on voit en fait tous les différents produits qui ont des hauts niveaux de toxicité en fait qui sont portés, quand on voit par exemple des lits qui peuvent tuer des enfants parce qu'en fait ils sont mal conçus, quand on voit des crèmes justement qui n'ont pas de coefficient protecteur, on s'aperçoit qu'on envoie des produits clairement en fait qui sont invendables, et si n'importe quelle boîte française la vendait, en fait le dirigeant irait immédiatement en tôle. Et on a l'urgence politique de se protéger contre justement en fait toutes ces personnes qui viennent détruire notre écosystème, voire même notre santé. Ça, c'est le deuxième en fait, poste très important que j'ai à la Fédé, après celui sur le dérèglement climatique. C'est celui justement sur avoir en soi la protection des différents Français qui veulent acheter de la mode. Et le troisième, c'est dans la construction d'un nouveau business model. Parce qu'on a construit pendant des années un business model sur l'augmentation des volumes, sur comment je fais plus de chiffre d'affaires, comment est-ce que j'arrive à fabriquer plus de vêtements, et ainsi de suite. Or, il faut réaménager le tout au regard justement du dérèglement climatique et de la concurrence qui s'est mise en place, et de se dire comment, par exemple, avec la seconde main, j'arrive à avoir des business models pour les marques rentables. C'est-à-dire comment j'arrive à vendre et de la première et de la deuxième main, de la troisième ou autre, de façon rentable, avec à la fois un consommateur évidemment heureux et une marque qui arrive à faire de la marge. Le consommateur aujourd'hui, est-ce qu'il est prêt à payer plus cher pour avoir un produit de qualité, produit localement, ou est-ce que le prix reste, encore une fois, le principal facteur de décision? Acheter plus cher ne peut se faire par le consommateur que quand c'est un acte statutaire. C'est-à-dire, je ne vais acheter plus cher que pour montrer aux autres que je suis plus riche qu'eux. C'est tout. Donc, il n'y a aucun être humain qui a plaisir d'acheter plus cher, sauf pour montrer justement qu'il est plus riche. C'est une des bases en fait du secteur du luxe qui permet en fait de créer justement une certaine distance, parce que moi, je peux acheter un produit que toi, tu ne peux pas acheter. Bon, soit c'est comme ça, et c'est la nature humaine aussi de créer ces distanciations. Mais sinon, n'importe quel consommateur va chercher un produit moins cher parce qu'il a envie d'avoir plus. Et c'est comme ça. Notre être humain veut plus depuis toujours. On ne se contente pas en fait d'avoir juste un silex d'un côté et un peu de feu. On veut plus de fusées, on veut plus de bulles, on veut plus. Et pour avoir plus, avec la même quantité d'argent, on essaye d'avoir moins cher. Et c'est comme ça. Donc il n'y a aucun jugement à avoir sur tous les consommateurs qui veulent du moins cher. Et chaque consommateur va faire un arbitrage entre le bien commun et le bien personnel. Et c'est toujours le bien personnel qui va faire en fait son choix pour grosso modo 90% en fait des gens ou des actions en fait personnelles qu'on va pouvoir avoir. Voire même quand on est généreux, c'est-à-dire en fait je le fais pour les autres, mais en fait cette générosité, elle peut être en soi même très égoïste en fait dans son action. Donc je n'ai pas de jugement en fait sur aussi les gens qui achètent en fait de façon égoïste. Et enfin, on a énormément de biais cognitifs. C'est-à-dire quand on voit une promo, on devient con. Donc quand on voit une promo, en fait on a envie de profiter de la promo. Quand un site internet crée en fait un certain design, en fait on va acheter plus facilement. On peut nous dérégler en fait de façon cognitive en fait assez facilement. Donc de ce fait, il y a des moments où il y a des grandes innovations en fait qui se mettent en place. Et par exemple, une grande innovation, c'était le bon marché à un moment. D'ailleurs, le bon marché qui maintenant en fait propose des produits
d'un peu moins bon marché, s'est créé en fait à l'époque parce qu'il a proposé par exemple un prix sur les produits. Avant, on devait tout négocier. Maintenant, en fait, c'est fini. On ne négocie plus en fait son produit. En fait, il a un prix fixe. Or, on est passé désormais dans une société où, en fait, au contraire, le prix se négocie en permanence sur notre propre data, sur la capacité sur Vinted à négocier avec les autres, ainsi de suite. Et donc, mon challenge, c'est de me dire comment, dans cette nouvelle société, dans laquelle on est capable d'avoir des prix flexibles en permanence, dans laquelle on a une offre qui est totalement illimitée, on va pouvoir réinscrire un nouveau modèle pour le secteur de la mode. Eh bien, je crois, par exemple, désormais dans la capacité de se dire, je ne vais pas me faire avoir, je vais maintenant acheter un produit qui va durer longtemps et qui va être de qualité. Et je veux travailler sur un autre sentiment qui est très humain, qui est celui de la fierté. Pas seulement la fierté d'être français, même si elle existe, mais elle n'est pas très valorisée, par exemple, dans l'acte d'achat, mais c'est la fierté de ne pas m'être fait avoir. C'est-à-dire, je suis fier d'avoir une chemise comme la tienne avec des boutons qui vont tenir. Je suis fier, en fait, d'avoir un tissu qui est assez solide pour pouvoir être réparé. Et quand on va réinscrire, justement, cette fierté avec un vrai produit qui dure longtemps, je crois qu'on peut réinventer totalement la mode. Et pour le faire, il va falloir désinventer tout ce qu'on a mis en place depuis maintenant près de 30 à 40 ans, qui nous a incité, au fur et à mesure, à acheter des produits jetables. Ouais. Voilà. Donc il y a toute une réinscription, un accompagnement qui doit se faire, de la même manière en fait, que celle dans laquelle on a invité en fait, à tout le monde à acheter des produits jetables, pour le faire maintenant avec des produits de qualité. Je voudrais qu'on parle d'un dernier point de ton livre. Je le mentionnais en introduction. Pourquoi avoir écrit ce livre ? En quoi est-ce que c'est complémentaire du reste de ta carrière ou de ton parcours ? Alors, le livre qui s'appelle « Ne sortez pas, sortez de la roue du hamster », c'est un constat sur plusieurs points. Le premier, c'est avec The Other Store, on a eu plein de crises de croissance. Donc, avec des crises de croissance, on a cramé plein de gens, moi y compris, en fait, dans cette boîte. Donc, il y a un vrai point où, quand on voit des collaborateurs qui s'effondrent parce qu'ils ont bossé n'importe comment, parce que je les ai fait bosser n'importe comment, c'est une honte. Donc, on a, pour moi, en tant que dirigeant, l'obligation de faire bien bosser ses collaborateurs. Et donc, de ne pas se poser la question de est-ce qu'ils sont en télétravail ou pas en télétravail. En fait, le but, c'est de se dire comment la santé mentale de mon collaborateur, en fait, doit être au meilleur niveau possible, à la fois pour sa propre éthique, mais en fin de compte, aussi pour l'entreprise. Pourquoi et là, je le vois, par exemple, avec ma fille. J'ai vu, en fait, des déviances folles il y a déjà 5 ans, où, à l'époque, elle avait 16 ans, elle commence à avoir son portable, et je lui demandais tous les jours, en fait, de le laisser dans l'entrée, par exemple, de l'appartement. Et le lendemain matin, quand elle se levait, elle allait le voir, elle me montrait parfois des messages de petits copains qui lui avaient envoyé des messages à 3-4 heures du matin. Donc je me disais, mais comment à 16 ans, un jeune peut envoyer à 3-4 heures du matin, en fait, des messages aux autres. Donc, quand est-ce qu'il dort ? Et pour me rendre compte que de mon côté, j'étais complètement dévoré par le téléphone, qu'avec des méthodes de management qui étaient inadéquates, je pouvais cramer des gens, et que moi-même, en fait, rentrant dans la quarantaine, j'avais plus du tout la pêche en fait, de ce que je pouvais avoir avant. Et donc, ça m'a obligé dans ce constat de me dire comment est-ce que désormais je dois manager, comment est-ce que désormais je dois m'occuper de moi, et comment est-ce que je dois mieux gérer les outils digitaux. Et trouvant des méthodes les unes après les autres en fonction de plein de lectures diverses et variées en fait, que j'avais pu avoir, ça m'a permis de faire une ligne de crête sur je suis mon téléphone assez mais pas trop, j'ai mes mails mais quasiment plus, parce que pour moi le mail est aussi inefficace que le fax l'était il y a à peu près une quarantaine d'années. Je dois comprendre comment fonctionnent les nouveaux outils pour pouvoir bien les utiliser sans rentrer dans leurs dérives. Je dois permettre un télétravail qui va être à la fois agréable mais qui ne va pas détruire non plus la productivité de l'entreprise. Et je dois en fait aussi me muscler tous les jours parce que comme j'ai plus de 40 ans, je perds 1% de ma masse musculaire aussi tous les ans et donc j'ai pas envie de ressembler en fait à une huître en fait d'ici 10 ans. Et donc c'est ce mix entre tout ça qui m'a permis d'avoir 52 chapitres avec 52 conseils. Et quand on le met en place, c'est une lecture aussi très simple parce que je voulais aussi avoir des chapitres qui se lisaient comme des vidéos, comme des reels Instagram, c'est-à-dire on les prend et ils sont indépendants, ils sont tout est indépendant. Il y a évidemment un ordre qui est l'ordre du livre, mais en fait, on peut le prendre à droite, à gauche, en fait, de façon très simple. Et surtout, chacun des chapitres peut se lire le soir avant de se coucher. Le but étant de prendre 5, 10, 20 minutes, même pas, non, 10 minutes maximum tous les soirs,
pour pouvoir se dire, ah bah le soir ça a infusé, la nuit ça a infusé, et le lendemain, si je veux le mettre en place, je peux tout de suite. Et je crois dans cette stratégie de petits pas, parce que si on fait ces 52 actions en 52 soirs, en l'espace de 2 mois, on a changé. Si on n'en fait qu'un par semaine, en l'espace d'1 an, on a changé. Et donc j'espère, à mon petit niveau, en fonction du nombre de personnes et de lecteurs qu'il va y avoir dans ce livre, avoir changé à mon petit niveau, évidemment, la vie de chacune de ces personnes. Tu as des exemples Je vais revenir sur... Tu vois, si on prend le téléphone... Alors, je peux donner en fait plusieurs. Un, par exemple, sur les mails. À l'époque où il y a des gestionnaires de projets qui existent, par exemple, le mail n'a plus aucune raison d'exister en interne dans les boîtes. C'est-à-dire de s'envoyer des mails pour s'envoyer des informations dans une société, alors qu'il y a normalement des logiciels en interne qui permettent d'avoir un immense tableau blanc sur lequel tout le monde peut marquer ses informations, qui permet à tout le monde d'être au courant de tout, qui permet au moment des réunions de ne pas avoir besoin à la fois d'ordre du jour et de compte rendu, parce qu'on marque directement sur cette page commune en fait, les informations, fait qu'on peut simplifier les réunions, simplifier ses préparations, simplifier le suivi et abandonner les heures de lecture qu'on a en permanence sur ces mails dans n'importe quelle entreprise. Et de ce fait, comme c'est le cas par exemple à Fédé, on interdit les mails en interne et qu'on oblige tout le monde à aller sur des gestionnaires de projets et qu'on permet à tout le monde d'avoir des réunions beaucoup plus efficaces, comme je le faisais par exemple avec mes développeurs informatiques, et bien à ce moment-là, on gagne grosso modo entre 4 et 8 heures à peu près par semaine. Donc, c'est un temps d'efficacité qui est hyper important et surtout, c'est un temps de cohésion qui est très important dans la boîte parce que c'est pas « Ah, t'as pas lu mon mail, ah, je t'ai mis en CC », avec toutes ces phrases qui sont assez pernicieuses et voire quasiment perverses et qui détruisent aussi la solidarité qu'on a entre tous les collaborateurs. Le deuxième, c'est la destruction de la majorité des PowerPoint qui, à la fois, sont extrêmement mal faits. C'est une honte, en fait, en général, comment on les réalise parce que il y a une fatigue en fait à la bonne réalisation des choses, au bon storytelling qu'on doit avoir. Et surtout, si on essaye de prendre son PowerPoint et qu'on l'écrit bien justement dans un gestionnaire de projet, on s'aperçoit à quel point justement on n'a pas été assez bavard ou assez précis dans la présentation ou assez pédagogique. Et on a essayé de remplacer avec de l'oral des choses qu'on avait mal préparées à l'écrit. Et bien, de ce fait, entre la fin des PowerPoint d'un côté et la fin des mails de l'autre, quand on met ceci en place dans une entreprise, on a une efficacité qui est beaucoup plus importante. Quand on a ces gestionnaires de projet, le télétravail devient aussi beaucoup plus facile. Quand on arrive à avoir des réunions en fait, qui sont aussi beaucoup plus efficaces parce qu'il y a une façon en fait, de les gérer à travers en fait, le temps qui va être donné sur la réunion et en même temps l'ouverture justement et le travail au préalable dans la réunion à travers le travail asynchrone qu'on a pu avoir, là aussi on va avoir beaucoup plus d'efficacité. Et là, je reviens sur le travail personnel que j'essaye d'avoir. Par exemple, tous les matins, je fais du sport. Ou comme toi, hier, je crois, par exemple, tu fais 1 heure de course. Et ben, dans la vie complexe qu'on peut avoir au quotidien, quand tous les matins, on s'est rechargé en dopamine ou autre parce qu'on a fait ce sport, à la fois, on est plus équilibré, on est bien dans notre corps, on est moins mal, on s'est bien réveillé. Et grâce à ça, on est meilleur pour soi et on est meilleur pour les autres toute la journée. Eh bien, notre société nous invite en fait à arrêter de faire du sport. Alors heureusement, il y a une injonction au corps qui est assez importante et les gens le reprennent. Mais de ce fait, en fait, il y a quand même beaucoup de personnes qui abandonnent la chose. Et ben dans mon livre, je raconte justement comment simplement à mon petit niveau, malgré 2 enfants, malgré en fait ces activités, j'arrive à faire un peu de sport dans des conditions assez simples. Comment est-ce que tu te formes ? L'exercice qu'on fait en ce moment est un exercice de formation en tant que tel, c'est-à-dire toutes les questions que tu me poses m'obligent d'aller dans des nouveaux niveaux de réflexion. Donc, grâce à toi, en fait, je me suis formé. Le deuxième, c'est une lecture quotidienne. Donc, tous les jours, je lis soit des livres, évidemment, l'actualité, ainsi de suite. C'est la rencontre de beaucoup d'autres secteurs. Où, évidemment, je suis avec beaucoup de gens dans le secteur de la mode, mais je suis avec beaucoup de gens d'autres secteurs. Et alors, c'est vraiment avec les d'autres secteurs que j'ai une autre créativité. Ça, c'est certain. C'est par tous ces moments où je ne fais rien. C'est-à-dire, c'est vraiment dans les moments où je ne fais rien, par exemple quand je fais du sport ou autre, je ne fais pas rien, mais en tout cas, je ne réfléchis pas sur un sujet précis, que j'arrive à avoir des idées très fortes. Donc en fait, je dois privilégier beaucoup de moments où en soi, je ne fais rien. Et c'est vraiment, je crois, à ces moments-là en fait, que mon cerveau arrive à sortir des choses un peu différentes. Merci Yann d'avoir accepté l'invitation. Je te souhaite le meilleur et beaucoup de succès avec la fédération. Ton livre donc, merci encore. Et pour ceux qui nous écoutaient, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Salut Yann. Merci beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.